Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Pas de budget donc avant la fin de l'année. Il va falloir repasser comme l'année dernière par une loi spéciale. Est-ce que c'est l'échec de la méthode Lecornu ? D'abord, vous avez tout à fait raison. Il nous faut faire en sorte de pouvoir prélever les impôts et être capable de payer les dépenses courantes. Donc c'est important qu'on ait cette loi spéciale. Ce sera demain en commission et en hémicycle à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à l'année dernière, dans une situation qui est quand même compliquée, nous avons un budget de la sécurité sociale. Grâce au compromis ? Grâce au compromis. Très honnêtement, vous m'auriez posé la question un mois et demi, il y a de ça un mois et demi, j'aurais été très sceptique. Donc c'est un vrai succès de Sébastien Lecornu, soyons très clairs. Est-ce que vous ne minimisez pas la situation ? Est-ce que vous banalisez pas finalement la loi spéciale en disant cela ? Non, mais je sais d'où nous venons. Au mois de septembre, octobre, rappelez-vous, François Bayrou s'en va. Nous sommes dans une situation où nous n'avons aucune majorité, plutôt des groupes qui ne se parlent pas, et on arrive à avoir un budget de la sécurité sociale, qui est quand même le gros du budget, c'est comme la sécurité sociale. Nous l'avons, et à côté de ça, nous avons des lois spéciales. J'aurais voulu qu'on puisse avoir une commission mixte paritaire conclusive et qu'on puisse voter demain un budget. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors ? Écoutez, moi j'ai le sentiment que, sans pointer du doigt, mais enfin quand même, on a des sénateurs, et typiquement les sénateurs LR, qui refusent le compromis, en tout cas une partie du compromis. La faute aux sénateurs. Peut-être qu'ils ont moins l'habitude, que nous, d'être en permanence dans une assemblée où il n'y a pas de majorité. Donc nous sommes obligés de composer du compromis, sinon nous n'avançons pas. Je crois qu'au Sénat, ils ont l'habitude d'avoir des majorités et qu'à un moment, quand un texte leur va pas, ils ne le votent pas. Nous, à l'Assemblée nationale, ça a changé. Maintenant, on est obligé de construire du compromis et c'est ce qu'ont choisi les Français. La faute des sénateurs LR, vous dites, vous y voyez la patte de Bruno Retailleau ? Je lui vois la patte de personne en particulier. Je pense que c'est un contexte. Vous savez, quand vous êtes majoritaire depuis très longtemps dans votre assemblée, vous avez l'habitude de porter des textes et au fond, vous dites moi, ma ligne, c'est celle-là et elle restera toujours la même. Ça marche pas comme ça à l'Assemblée nationale. Nous, on est contre, à Renaissance, nous sommes contre l'augmentation de tous les impôts. Mais malheureusement, si on veut un compromis, et ce qu'on a dû faire sur le budget de la sécurité sociale, il y en a quelques-uns, on est obligé d'accepter. Tout en affirmant qu'on est contre. Est-ce que c'est pas aussi la faute de la majorité de ne pas avoir réussi à construire ce compromis, majorité on pourrait dire toute relative aujourd'hui, mais dont vous faites partie? Brigitte Boucher, il n'y a pas de majorité. S'il y avait une majorité, je l'ai connue, moi, la majorité en 2017. C'est quand même votre parti qui est au gouvernement. On a fait beaucoup de compromis, et nous, ce qu'on a dit dans cette commission mixte paritaire, nous étions prêts à la voter, cette commission mixte paritaire, c'est-à-dire de trouver un compromis, si les socialistes s'abstenaient. En disant, si les socialistes ne s'abstiennent pas, de toute façon, il n'y a aucune chance que ce soit voté mardi en hémicycle. Donc c'est ça notre Vous dites notre que c'est une réussite de la méthode Lecornu. Est-ce qu'il n'aurait pas dû utiliser le 49.3 ? Ça fait partie des armes de la Constitution. Et si ça se trouve, ça aurait permis d'avoir un budget avant la fin de l'année ? On ne peut pas lui reprocher, et les mêmes qui lui reprochaient il y a 3 mois en disant que c'est un scandale, le 49.3, disent maintenant, s'il vous plaît, utilisez-le. Donc c'est un peu facile. S'il avait utilisé le 49.3 ou ne pas dit qu'il ne l'utiliserait pas, en fait, il n'y aurait pas eu cette discussion sur le budget. Honnêtement, ce serait arrêté tout de suite. D'ailleurs, les uns comme les autres, les oppositions comme nous serions partis du fait qu'à la fin, ce sera le texte gouvernemental qui s'imposerait. Comme il n'y avait pas ce 49.3, nous avons tous été contraints, et tant mieux, de discuter, d'être dans l'hémicycle. Vous avez pu le constater, beaucoup de monde dans l'hémicycle, tard le soir, les week-ends. On a bataillé amendement par amendement. Comme ça, on sait où chacun d'entre nous est. Et donc, on a pu voir à quel point, par exemple, le Rassemblement national qui vote l'augmentation de 34 milliards des impôts. Je crois qu'aussi, ça a été une grande période de clarification politique. Et ça, c'est grâce au fait qu'il n'y avait pas le 49.3. Donc, Sylvain Maillard, vous croyez encore au compromis ? Vous croyez encore aux discussions même à partir de début janvier ? Moi, je pense que si nous n'arrivons pas à trouver un budget avant la fin du mois de janvier, comme le dit la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Vous voyez, en tout cas, au retour de la période de Noël, si on n'arrive pas à trouver de budget, moi, ce que j'entends sur les marchés, on fait campagne en ce moment, c'est que les députés, ils servent à quoi ? C'est-à-dire qu'on est 577. On est payé par le contribuable pour faire un budget, nous n'arrivons pas à faire un budget. Ça, nous l'entendons tous. C'est ce qui est arrivé l'année dernière. Nous l'entendons tous, mais ça dégrade incroyablement le rôle du député, du sénateur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable, vous êtes payé par nos impôts, vous n'êtes pas capable de trouver un budget. Donc nous devons trouver un budget. On ne doit pas trouver un budget pour nous.
Oui, je le crois. Enfin, je crois qu'on a réussi à trouver pour un budget. Il ne faut pas réintroduire le 49.3 pour le budget qui sera discuté en 2026. Je crois que c'est très important qu'on ait un budget. Je crois que si nous sommes obligés, si le gouvernement est obligé d'utiliser le 49.3, ça veut dire que l'ensemble des groupes demandent à l'utilisation du 49.3. Donc le PS, donc vous le ferez si le PS le demande. Le PS le premier, c'est eux qui ont demandé à ce qu'on l'enlève. Donc je crois que ça c'est la base. Mais il paraît qu'ils le demandent en off. Vous l'avez entendu dans les couloirs de l'Assemblée ? Certains en parlent. Mais c'est pas la même chose d'en parler, de venir à ce micro à 8h30 pour dire que de l'utiliser. Moi, la seule chose que je dis, c'est que notre rôle, c'est de trouver un budget. À Renaissance, nous avons fait toujours tendu la main, toujours pour un compromis, pour trouver y compris en votant des choses qui sont très contraires à ce à quoi on croit, comme la suspension de la réforme des retraites. Mais qu'à un moment, il faut être raisonnable. Et j'espère qu'à la rentrée, nous pourrons être enfin tous raisonnables pour trouver une majorité. Mais le PS doit aussi être raisonnable, parce que là, ils avaient surenchéri en demandant 10 milliards encore supplémentaires. Est-ce que vous dites aussi, parce que vous avez pointé la faute sur les sénateurs, les Républicains, est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté du Parti socialiste ? Dans la commission mixte paritaire, elle a commencé avec un texte du Sénat à 5,4% de déficit. C'est ça le texte du Sénat. Or, nous sommes tous engagés à être en dessous de 5%. Donc c'est-à-dire qu'il fallait trouver 9 milliards dans cette commission mixte paritaire. Parce nous aurions dû trouver une grande partie des hausses d'impôts qui avaient été votées à l'Assemblée nationale. Exactement. Nous avons dit il faut trouver ces 9 milliards. Et cette discussion s'est arrêtée au bout d'1 heure. Et donc il faudra revenir autour de la table et dire je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on est en dessous des 5% de déficit, ce qui est déjà énorme. En dessous des 5%, c'est la trajectoire dans laquelle la France s'est engagée et s'est engagée auprès de Bruxelles, mais auprès de nos créanciers. Donc c'est important de la tenir. Je crois que tout le monde doit peut-être profiter des vacances de Noël pour pouvoir réfléchir à ça, parce que une France sans budget, c'est une France qui n'investit plus. En tout cas, la puissance publique n'investit plus. Peut-être on en parlera tout à l'heure, entre autres sur le militaire. Honnêtement, c'est une catastrophe. Alors, Sylvain Maillard, justement, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a réclamé hier le vote d'un budget avant la fin du mois de janvier. Elle y croit et elle assure qu'il y aura quelques hausses d'impôts dans le prochain budget. Il y aura quelques hausses d'impôts. Moi, je souhaite qu'on puisse lutter contre la suroptimisation fiscale, y compris des plus fortunés. Vous voyez bien que ça, c'est quand même des hausses d'impôts. S'il y a des mécanismes à mettre en œuvre pour limiter la suroptimisation, que tout le monde peut accepter. Est-ce qu'elle tend la main une nouvelle fois au Parti socialiste, Amélie de Montchalin ? Oui, ça fait partie des revendications du Parti socialiste et c'est exactement le même dispositif dont elle parle, le dispositif à l'heure actuelle. Nous avions voté avec Ce sera Michel quoi Barnier. Exactement ces nouvelles hausses ? C'est de faire en sorte que vous aviez que les plus fortunés d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par personne, et donc 500 000 euros par foyer fiscaux, ont un minimum d'imposition supérieur à 20%. C'est-à-dire que quand vous utilisez différentes niches fiscales courantes que les uns et les autres peuvent utiliser, vous payez au moins 20% d'impôts qui correspond à mais il n'y aura pas d'impôt supplémentaire à part celui-là. Ça avait été voté, un impôt sur les mesures de retour de l'ISF. Ça ne suffira pas, ça. Alors ça a été écarté. Si nous devons trouver les 9 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, évidemment, cet impôt ne correspond pas. Il n'y a pas d'impôt magique qui permet de gagner. Donc ça veut dire de nouveaux impôts, en plus de celui que vous venez d'évoquer, pour les plus riches. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Entre autres, c'est de garder le surimpôt. La surtaxe d'IS, d'impôt sur les sociétés. Autour de 6 points, comme nous l'avions voté cette année. Qui a été refusé par le Sénat. Exactement. Et donc là, qui rapporte un peu plus 6 milliards, et donc qui correspond à peu près à ce dont on a besoin, mais il faudra faire des économies supplémentaires. C'est ce que j'allais vous dire. Elles sont où les économies ? Elles ne sont pas prêtes à faire. Elles sont où les économies ? C'est ce que nous devions discuter dans cette commission mixte paritaire. Nous avons fait plusieurs propositions. Alors, nous, ce que nous voulons pas, c'est des coups de rabot dans tous les ministères, parce qu'on pense que la politique du rabot, c'est ce qu'il y a de pire. Et puis, je crois qu'il faut que nous assumions tous, collectivement, que nous baissions la dépense. D'ailleurs, les Français nous le demandent, de baisser la dépense et de dire sur quelle politique nous baissons la dépense plutôt que faire un coup de rabot généralisé. Mais c'est ça dont nous devons discuter. C'est ça dont nous aurions dû discuter dans la commission mixte paritaire. Donc, pas de budget pour l'instant, Sylvain Maillard, mais on a un nouveau porte-avions qui commence à être construit sur les chantiers navals de Saint-Nazaire avec un coût estimé à 10 milliards d'euros. On a les moyens ?
Alors, nous aurons un porte-avions en 2038, donc on a un petit peu de temps tout de même, et c'est important. On a le Charles de Gaulle qui va arriver en fin de carrière, et nous devons garder un porte-avions pour pouvoir nous projeter. Nous sommes une puissance mondiale avec des départements, des territoires partout dans le monde, et nous devons affirmer notre puissance, et donc c'est important d'avoir un porte-avions, et un beau porte-avions qui soit efficace. Donc oui, ça coûte 10 milliards. On l'a déjà budgété dans la loi de programmation militaire, et c'est surtout un investissement d'abord nécessaire d'un point de vue militaire, mais c'est un investissement qui va irriguer l'ensemble de nos PME partout sur les territoires. D'ailleurs, la puissance industrielle américaine, elle vient aussi du fait de cette puissance militaire qui permet d'investir en permanence, d'assurer des commandes et de garantir sur tout le territoire que nos usines, nos industries puissent fonctionner et de garder un savoir-faire. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle. Sauf que l'ensemble de ces dépenses militaires ne sont pas budgétées. Il y a effectivement une partie qui fait partie de la loi de programmation militaire, mais vous le disiez aussi, l'absence de budget fait que l'ensemble de nos dépenses militaires ne sont pas couvertes. 6,7 milliards qui était prévu. Vous avez tout à fait raison. En fait, nous, on a une trajectoire d'augmentation très importante de notre budget militaire, dans lequel s'inscrit le nouveau porte-avions nouvelle génération. Mais effectivement, avec une loi spéciale, aucun investissement ne pourra commencer au 1er janvier parce que nous n'avons pas de budget. Donc c'est important de voter un budget. Vous restez avec nous, Sylvain Maillard. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris. Il est 8h45 sur France Info. Et tout de suite, c'est le fil info avec Laura Dulieu. La France va se doter d'un nouveau porte-avions qui succédera au Charles de Gaulle. Emmanuel Macron a officiellement lancé sa construction depuis Abu Dhabi lors du Noël aux armées françaises. Plus lourd et plus long que le Charles de Gaulle, il pourra embarquer 30 avions de combat. La loi spéciale au programme d'un Conseil des ministres en fin de journée pour assurer la continuité du fonctionnement de l'État. En l'absence de loi de finances 2026, le texte sera ensuite soumis au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Plusieurs blocages encore ce matin des agriculteurs, notamment dans le sud-ouest, mais la mobilisation diminue. Les autorités recensaient hier soir une vingtaine d'actions en cours en opposition à la politique d'abattage massif des bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Un général de l'armée russe a été tué ce matin à Moscou dans l'explosion d'une voiture. Les autorités russes affirment étudier une piste ukrainienne. Enfin, le club de foot de Bayeux a tiré le gros lot pour les 16e de finale de la Coupe de France de foot. Les Normands affronteront l'Olympique de Marseille et autre petit pousset de la compétition, Montreuil qui accueillera Amiens, club de Ligue 2. France Info. Le 8-30 France Info, Solène Crescent, Brigitte Boucher. Et toujours avec Sylvain Maillard, invité du 8-30 France Info. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris. Les barrages d'agriculteurs, il n'y en a presque plus ce matin, concentrés surtout dans le sud-ouest. Vous dites ouf, la crise est passée ? Non, la crise n'est pas passée, mais on imagine bien que d'abord, ce sont les fêtes de Noël et que nos agriculteurs veulent aussi avoir un temps, et c'est bien important, en famille. C'est une crise que nous ne sous-estimons pas. C'est une crise avec plusieurs facettes, dans un monde paysan qui est déjà en souffrance pour une grande partie d'entre eux. D'ailleurs, c'est aussi dans le sud-ouest où les revenus agricoles sont les plus bas, et c'est là où la contestation est la plus forte. On entend ce qu'ils nous disent, on essaye d'y répondre de façon scientifique, en écoutant les scientifiques et le politique met en application ce que dit la doctrine scientifique, et on entend en même temps la douleur des éleveurs. C'est toute leur vie, leurs bêtes, c'est toute leur vie, et qu'il faut essayer de trouver une voie de passage pour conserver évidemment leurs bêtes, mais en même temps faire en sorte que cette dermatose nodulaire, qui est une saloperie tropicale, qu'on sache bien, c'est une nouvelle maladie, une transmission qu'on n'avait pas du tout en Europe, et qui est arrivée et qui est extrêmement contagieuse, et qui fait que si d'abord nous devons vacciner probablement une partie du cheptel, mais ce cheptel que nous vaccinons, ça veut dire tout simplement que la viande n'est plus vendable à l'export, et donc il faut trouver le bon compromis pour garder notre cheptel en France. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas de vaccination généralisée à l'ensemble du territoire, comme le demande la FNSEA. Si nous vaccinons à l'ensemble du territoire, ça veut dire que notre viande, la viande française, ne sera plus exportable. C'est pourtant ce que réclame... alors, la FNSEA est contre la vaccination générale, mais la coordination rurale et la Confédération paysanne qui mène la colère agricole depuis la semaine dernière réclament une vaccination générale. Oui, c'est ça la grande difficulté. J'étais encore il y a 2 semaines avec le président de la République en Chine, et les autorités chinoises nous ont bien redit que, évidemment, si les bêtes nos animaux
notre agriculture, nos animaux, nos ovins, nos bovins étaient vaccinés, la viande n'était plus vendable en Chine. Mais c'est pareil dans tous les pays. Donc c'est ça, c'est le bon compromis que nous devons trouver. Faire en sorte de protéger notre cheptel, mais en même temps de garder une viande qui puisse être exportable. C'est pour ça que d'ailleurs tous les agriculteurs ne sont pas d'accord, vous l'avez dit, entre les différentes confédérations syndicales. Nous, c'est la doctrine pour le moment scientifique. Mais vous redoutez nous y l'appliquons. de nouveaux blocages à la rentrée, une fois les fêtes passées ? Bien sûr, le risque est là. Et puis, il y a aussi les négociations qui continuent sur le Mercosur. Ça devrait être signé le 12 janvier, d'ailleurs, au Paraguay. Est-ce que vous pensez pouvoir encore l'éviter ? Moi, je vois le travail qui a été fait par le président de la République à Bruxelles. Il est parti 2 jours, discuter pied à pied, convaincre aussi l'Italie de bloquer et de faire en sorte que on ne puisse pas sacrifier notre agriculture. Sauf que l'Italie a dit qu'in fine, elle signerait cet accord. Ça veut dire qu'elle va nous lâcher d'ici le 12 janvier. Ça veut tout simplement dire que l'Italie dit elle veut signer cet accord. Mais d'ailleurs, nous, fondamentalement, moi, je suis pour le libre-échange. Je suis favorable à un accord, surtout dans un monde qui est aussi difficile que le nôtre à l'heure actuelle. Vous pensez qu'il faut signer le Mercosur, mais si on garantit... en ayant des clauses de sauvegarde et des clauses miroirs. Oui, mais je pense qu'il faut rentrer vraiment dans le détail. Quand on dit des clauses de sauvegarde, c'est pas uniquement de dire on veut de l'importation de bêtes de qualité, c'est d'aller le vérifier sur place. Il faut que nous puissions avoir une traçabilité sur place, que la viande éventuelle qui arrivera en Europe, on puisse la contrôler dans les ports brésiliens avant, et pas qu'ils prennent le bateau et qu'ils arrivent au Havre et qu'on soit avec finalement de la viande qu'on importe parce qu'elle est un peu forcée. Mais vous y croyez vraiment ? Vous pensez vraiment que c'est possible d'aller contrôler les élevages ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les pays d'Amérique du Sud veulent absolument signer cet accord et que ils entendent nos préoccupations, d'abord pour nos agriculteurs, mais aussi pour tous nos téléspectateurs et auditeurs qui écoutent. C'est-à-dire d'avoir tout simplement de la viande de qualité, ou du produit agricole de qualité qui arrive et pas plein de pesticides, plein d'OGM, alors qu'on l'interdit en Europe pour la santé publique. Donc ça, c'est évident, nous devons avoir ces garanties absolues. Et ces garanties absolues, c'est pas uniquement signé sur un papier, c'est de vérifier la qualité des produits avant qu'ils prennent le bateau et qu'ils arrivent en Europe. Vous êtes aussi le porte-parole de Rachida Dati pour la campagne des municipales à Paris. Il y a un déjeuner secret qui a été révélé par la Tribune dimanche hier à l'invitation du président du Sénat avec tous les responsables de l'ancien socle commun. Est-ce qu'il faut un accord national partout et où on en est ? C'est une bonne question, Brigitte Boucher, que vous me posez. Alors, moi, je suis vraiment dans la campagne parisienne. Moi, j'aurais souhaité, évidemment... Il n'y a pas d'accord, je le précise. J'aurais souhaité un accord. Évidemment, on a des accords dans toutes les villes. C'est vrai que c'est un peu étonnant de ne pas avoir un accord à Paris. Pardon ? Vous n'avez pas d'accord dans toutes les villes. Il y a pas à Nîmes, par exemple. Oui, à Nîmes. Pas à Paris. Vous avez raison. Mais disons que dans l'immense majorité des villes, nous avons trouvé un accord. Et ça paraîtrait assez logique de trouver un accord à Paris. Bon, nous, on fait campagne. C'est-à-dire, vous demandez à Pierre-Yves Bournazel de vous rejoindre ? On a toujours tendu la main en disant notre opposition, ceux contre qui on se bat parce qu'on veut changer Paris, tout simplement, c'est le tandem Hidalgo-Emmanuel Grégoire, tout simplement. On veut autre chose. Ça fait 25 ans qu'ils sont au pouvoir à Paris. La ville est sale, la ville n'est pas sécure, et on voit bien que dans les mobilités, c'est le chaos. Donc, on veut changer avec un déficit abyssal de la mairie de Paris. Sauf qu'eux, ils ont réussi cette alliance. David Béliard a rejoint Emmanuel Grégoire. Il y a aussi les communistes. Et dans les sondages, ils vous passent devant. C'est une nécessité aujourd'hui d'une entente entre Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati. Il y a 2 choses. Alors, j'ai changé le mode de scrutin, donc à Paris, Lyon, Marseille. Donc, on voit bien qu'il y a un besoin aussi de réunir les forces parce qu'il faut être le plus fort possible au premier tour. Donc, ça, c'est le constat qu'a fait aussi la gauche. Mais c'est aussi, je crois, tout simplement parce qu'ils voient bien qu'ils sont très loin de Rachida Dati, en fait, quand ils sont séparés. Quand on voit les scores que faisait Anne Hidalgo en 2020 et les scores que ferait Emmanuel Grégoire, il y a 8 à 9 points en dessous. Sauf que la dynamique, elle sera de leur côté, s'ils sont alliés. C'est pour ça que, pour nous, d'abord, on commence la campagne. Je pense qu'il y a d'abord le début de campagne, je crois qu'il est vraiment marqué par ce que fait Rachida Dati. Mais nous voulons, évidemment, pas virer en tête au premier tour. C'est important. Donc, on va se concentrer dessus. Nous, on demande le rassemblement. La main est tendue, mais le rassemblement, il se fait avant le premier tour. Il se fait pas dans l'entre-deux tours. C'est ce qu'a rappelé Rachida Dati, et je crois qu'il y a notre ligne de conduite. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Maillard, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin avec Brigitte Boucher. Sylvain Maillard, je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris. Bonne journée. Bonne journée à vous toutes.